Mohamed Hassan contre l'Undertaker est une rivalité qui a marqué l'année 2005 à la WWE, mais pas forcément pour les bonnes raisons. La fédération s'est retrouvée au cœur d'une polémique mondiale à cause d'elle, et les conséquences ont été radicales. Je te souhaite la bienvenue sur Johnny Catch pour se plonger dans une des rivalités les plus controversées de l'histoire de la WWE. Tu y apprendras entre autres la chronologie fascinante de cette storyline dans les moindres détails, comment un segment hallucinant a provoqué une controverse internationale à cause de l'actualité, pourquoi ce personnage de Mohamed Hassan a dû être arrêté alors qu'il avait été question qu'il devienne champion poids lourd à SummerSlam en 2005, et même pourquoi il n'était pas aimé par d'autres catcheurs en coulisses. Et tu ne devineras jamais qui a incarné son avocat à l'écran. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Mohamed Hassan versus The Undertaker, ou quand le terrorisme brise une histoire de catch. C'est parti. Tout commence lors du SmackDown du 23 juin 2005, en pleine période de draft, quand le manager général Teddy Long brandit avec fierté le nouveau titre de championnat du monde du show du jeudi soir, devant Chris Benoit, JBL, Booker T et le Big Show. Soudain, un certain Mohamed Hassan fait son entrée, et par la même occasion, ses débuts dans le show bleu, sous une tonne de chants USA de la part de la foule. Et il faut prendre suffisamment conscience qu'à cette époque, on peut dire qu'il était vraiment pris très au sérieux par la WWE, puisqu'au cours des mois précédents, il avait été invaincu pendant un bon moment, avant qu'il se fasse pin pour la première fois en juin. Par qui? John Cena, bien évidemment. Et puis il avait quand même affronté Hulk Hogan et Shawn Michaels, en équipe avec Daivari, au show Backlash, et eu un segment avec Stone Cold Steve Austin. La WWE ne donne pas tout ça à n'importe qui. Vêtu d'une superbe tenue noire et dorée et avec un Daivari hurlant en arabe pour vanter ses mérites, l'arabo-américain prend le micro et peste contre le manque de respect et la discrimination dont il est victime. Peut-être que vous avez honte de m'avoir dans ce show. Est-ce que c'est parce que je suis arabo-américain? Est-ce parce que je m'habille différemment? Est-ce parce que je suis différent de vous? Il va ensuite reprendre à partie chaque participant et se moquer d'eux. Je le trouve personnellement hyper charismatique et avec une vraie confiance en lui. Ici, tu n'es pas à Raw mais à SmackDown, player. La terre promise pour quiconque recherche des opportunités, lui rétorque Theodore Long, qui l'ajoute au Fatal 5-Way initialement prévu et qui deviendra donc un Six-Pack Challenge la semaine prochaine. L'enjeu est colossal, une place de challenger numéro 1 au titre suprême. Hassan se fera ensuite éjecter du ring avec violence par le Big Show, tout comme son acolyte Daivari. Pour couronner le tout, le boss de SmackDown lui annonce qu'il affronte immédiatement le géant. Ce sont donc des débuts en fanfare pour la nouvelle superstar de la Blue Brand. Heureusement pour lui, et alors qu'il se prenait une tatane phénoménale, il va être aidé par Matt Morgan, qui était aux commentaires, et remportera ainsi ce match en trichant avec une chaise pendant que l'arbitre était KO par terre. L'impact est maximal, car le Big Show était vraiment ultra crédible et dominant à cette période. Cet angle posera les bases d'une rivalité excitante et assez originale que je te propose de revivre ensemble, mon pote. Car dans sa quête pour devenir le premier champion arabo-américain, Hassan va commettre l'irréparable. Je tiens à te préciser que je ne connaissais pas le déroulé des événements et que j'ai décidé de m'y intéresser en étant curieux de ce que ça pouvait donner. Hassan contre l'Undertaker, c'est quand même peu banal. Donc je n'étais absolument pas au courant du coup de tonnerre qui allait arriver en plein milieu de toute cette histoire. J'en avais entendu parler, mais j'ai toujours cru que c'était pendant une rivalité contre John Cena, et plus tard dans sa carrière. En tout cas, le décor est planté pour une storyline mémorable. Le show démarre directement avec une entrée de Mohamed Hassan, ce qui montre très clairement que le spotlight est sur lui, surtout vu le roster du show bleu. J'adore ce qu'il dégage, il a une certaine aura, et son alchimie avec Daivari saute aux yeux. Ces deux-là forment un superbe duo. Mon seul regret serait peut-être le physique de Daivari, qui est pour moi pas assez massif, au contraire d'un Jinder Mahal en 2017 par exemple. Il démarre une promo dans laquelle il se plaint de la fête du 4 juillet en Amérique, l'équivalent de notre 14 juillet. Il dit qu'il ne se sent pas libre, mais comme un véritable prisonnier dans ce pays. Son pays. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait d'être dans mes baskets. Et ce soir, je serai au sommet du monde après avoir remporté le match de qualification. Et je vous regarderai du haut de ma tour d'ivoire, comme vous me regardez moi et mon peuple depuis tant d'années.
Hassan se vante ensuite d'avoir terrassé le Big Show la semaine dernière et d'être toujours invaincu. Et nous dit que l'Undertaker ne mérite pas d'être dans le match, qu'il est fini. Gong! Les lumières s'éteignent et les deux compères sont pris de panique. Le Deadman est en route. Alors que Daivari fuit et sort du ring, Mohamed ne se démonte pas et fait face au Phenom et lui dit qu'il a une carrière gigantesque en ayant battu tout le monde, sauf le grand Mohamed Hassan. L'Undertaker le saisit alors par le cou lorsque Daivari lui assène un violent coup de chaise dans le dos avant de se prendre un chokeslam des familles, laissant de ce fait Hassan prendre la fuite. S'en prendre au Deadman n'était peut-être pas l'idée du siècle. Le main event du show est donc consacré à ce gigantesque match de qualification pour affronter Batista et devenir champion du monde. JBL, Chris Benoit, Booker T et Daivari font leur entrée, mais le Big Show ayant été drafté à Raw, Teddy Long a décidé de remplacer le géant par nul autre que Christian. L'Undertaker fait ensuite une entrée en apparaissant directement dans le ring, comme il en a le secret, et le match peut démarrer. 6 participants et une chance unique de devenir champion du monde. À un moment dans le match, on a l'Undertaker qui devient complètement cinglé et tatane violemment Mohamed Hassan avec une chaise. « Il a perdu la tête !» s'exclame Michael Cole. Le Deadman est disqualifié alors qu'Hassan est lui complètement out et prend la fuite sous la pression de ce dernier. Le match sera finalement remporté par JBL et Hassan, lui, n'aura que ses yeux pour pleurer. La guerre est officiellement déclarée entre les deux. Et provoquer le Phenom n'était clairement pas l'idée du siècle pour un Hassan se rêvant avec la ceinture suprême autour de la taille. Lors du SmackDown du 7 juillet 2005, qui a lieu à Sacramento, en Californie, on retrouve Hassan dans le bureau du General Manager de la Brand Bleue, j'ai nommé Theodore Long. J'ai été humilié et traîné dans la boue, et c'est mon destin de libérer le titre poids lourd pour le mettre autour des hanches d'un Américain de descendance arabe. Hassan dira également que dans ce match, il n'a jamais été pin ni soumis, donc techniquement, il n'a jamais été éliminé. Donc il mérite que justice soit faite et d'avoir son match de championnat contre Batista. Malgré la tentative de Daivari, le manager d'Hassan, d'appuyer son patron avec un discours, Teddy Long répond sans détour et lui promet un match de qualification lors du prochain pay-per-view, à savoir le Great American Bash, contre nul autre que l'Undertaker. Et là, Teddy Long nous sort un de ses grands classiques avec son petit air espiègle qui me tue de rire, en disant droit dans les yeux à Daivari: « Je ne comprends pas ton langage, mais tu as l'air d'avoir un problème. Alors ce soir, tu vas avoir un match en 1 contre 1 contre l'Undertaker !» Ce qu'on remarque directement, c'est une certaine prestance de la part d'Hassan, avec un costume marron, un turban. Il vit vraiment ce qu'il dit en serrant les poings et a vraiment un bon acting. Daivari n'est pas en reste de son côté, car il est vraiment ultra motivé et vit à fond la situation. Quelques instants plus tard, on retrouve justement notre beau Daivari en coulisses. Il a fait tomber la chemise et semble vraiment nerveux. On le comprend. Hassan apparaît en lui disant que ce soir, il sera un sacrifice pour une œuvre suprême, avant que les deux ne se parlent en arabe. Mohamed Hassan finira par lui glisser quelques mots à l'oreille. Est-ce une stratégie ? Un plan pour contrer le Taker? En tout cas, c'est un Daivari vraiment pas rassuré qui fait son entrée avec un beau pantalon doré. Je dois dire que j'adore la musique de Mohamed Hassan qui est utilisée ici. Elle dégage une puissance et une vraie classe. Sans transition aucune, le gong du Deadman retentit. L'arène se remplit de fumée violette et sous l'œil médusé du manager d'Hassan, le Phenom apparaît et se dirige vers le ring en ne lâchant pas du regard sa proie du soir. Mohamed Hassan passe un bon moment à rassurer son manager et regarde étrangement l'Undertaker d'un œil confiant. Je suis sûr qu'il prépare quelque chose. Le match démarre et aussitôt Daivari quitte le ring, ce qui excède Hassan qui lui crie dessus et le jette immédiatement au pied du Taker. C'est clairement un sacrifice. L'Undertaker fait un chokeslam à Daivari, mais Hassan le défie presque du regard alors que le Deadman enchaîne avec un Tombstone Piledriver. 1, 2, 3. L'Undertaker l'emporte, mais Mohamed Hassan le regarde en souriant, avant de se mettre à genoux en regardant le ciel. Et là, incroyable, on a 5 gars qui arrivent tous cagoulés, avec des pulls noirs et des pantalons militaires. Ça rappelle la storyline du Masked Man dans SmackDown vs Raw 2009, surtout que l'un d'eux a une petite barre de fer noire. Je savais qu'il préparait quelque chose, le bougre.
Hassan leur demande de le tataner, et l'un d'entre eux va même jusqu'à l'étrangler avec un fil noir. Les expressions faciales du Taker sont folles. Et franchement mon pote, je suis hyper mal pour lui, c'est violent. Hassan monte sur le ring, enlève sa veste et célèbre au-dessus de la carcasse du Deadman avant de lui porter une camel clutch. La tête du Taker est incroyable à ce moment-là. Il est rouge, le regard vide et a l'air de plus vraiment être là. Hassan a parfaitement réussi son coup. Il frappe fort et a littéralement une armée avec lui. Les images sont saisissantes. Les 5 hommes masqués portent ensuite Daivari d'une manière qui rappelle vraiment un sacrifice, tandis qu'Hassan jouit en admirant le carnage qu'ils ont fait. Entre nous, j'aurais aimé qu'il ait plus de cheveux, à la manière d'un Jinder Mahal en 2017, car sans son turban, il perd quand même beaucoup en charisme. Et puisqu'on parle de son look, une chose complètement folle à propos de Hassan, c'est qu'avec Daivari, ils étaient obligés de porter cette tenue en public, en dehors de l'arène, et qu'on a déjà eu peur d'eux en les prenant pour de vrais terroristes. Ils ont par exemple vu des personnes s'éloigner d'eux quand ils marchaient. D'autres appelaient des proches quand ils étaient en avion parce qu'elles redoutaient un attentat en les voyant. Daivari était même quasiment systématiquement fouillé aux aéroports. En tout cas, je reste à fond dans la storyline et j'ai vraiment plus que hâte de la suite. J'espère vraiment qu'on saura à un moment ou un autre qui sont ces types masqués et je suis hyper curieux de la suite. C'est dans le Massachusetts qu'a lieu ce SmackDown qui promet d'être énorme, avec un Undertaker qui doit absolument se venger de l'affront énorme subi des mains de Mohamed Hassan la semaine dernière. Et c'est l'avocat de ce dernier qui va faire son entrée. Un type bien coiffé qui prend le temps avec une mallette. Je le trouve plutôt crédible et personnellement, j'adore quand ce genre de personnages secondaires sont impliqués dans une histoire. On avait eu les hommes masqués la semaine dernière, maintenant ce monsieur. Et je me demande bien ce qu'il va nous annoncer. Restez bien jusqu'à la partie post-show de la vidéo, parce que croyez-moi, vous allez vraiment halluciner quand vous découvrirez qui jouait en réalité ce personnage d'avocat. Monsieur Hassan est très affecté par tout ce qu'il s'est passé ces dernières semaines, et a décidé de prendre du repos. Je tiens à vous rappeler que Mohamed Hassan est tout aussi américain que chacun d'entre vous, et a les mêmes droits et privilèges sous le premier amendement. Cela inclut la liberté d'expression. C'est un jour triste pour l'Amérique, car c'est triste de devoir engager un avocat pour protéger ses droits élémentaires et lutter contre la discrimination. Mon client n'apparaîtra plus ici à SmackDown jusqu'à ce qu'il batte l'Undertaker lors du Great American Bash. Et par ailleurs, mon client est là, gong. Les lumières s'éteignent. J'étais tellement à fond dans la promo de l'avocat que j'ai vraiment sursauté. Le discours a fait réagir la foule, qui a l'air fortement investie dans cette histoire, alors que le Deadman s'approche doucement mais sûrement du ring. Il s'approche ensuite de l'avocat, qui est naturellement très craintif, et lui rappelle qu'il n'est pas un catcheur. « Je suis un avocat, monsieur !» Le Phenom n'en a que faire, et le soulève hyper haut pour lui infliger un énorme chokeslam. Boum! Il le relève ensuite pour lui porter un Tombstone Piledriver ultra violent. Le Taker est vraiment en colère et vient d'envoyer un message fort à Hassan 10 jours avant leur confrontation. Je dois dire que je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir vu Mohamed Hassan dans ce show, mais la prestation de son avocat était vraiment très convaincante et fait avancer l'histoire. Je suis maintenant impatient de savoir qui va frapper un grand coup juste avant le pay-per-view. À ma grande surprise, il n'y aura aucun élément pour notre storyline dans ce show. Et vous allez comprendre pourquoi dans la partie post-show. Je suis quand même déçu parce que j'avais hâte de voir la suite, d'éventuellement connaître l'identité des hommes masqués, mais rien de tout cela. Et on s'envole donc vers Buffalo, à New York, où aura lieu le match que j'attends quand même avec impatience. La promo d'avant-match est vraiment de qualité, comme souvent à cette époque. On y a même une musique en arabe illustrant la terrible attaque d'Hassan et des hommes masqués sur le Taker. Il y a quand même une vraie histoire dans cette rivalité, assez courte finalement. L'enjeu du match est assez énorme, puisqu'il s'agit de décrocher un contrat pour être l'aspirant numéro 1 au titre mondial du show bleu. Hassan fait ensuite une superbe entrée portée par les hommes masqués. Je dois avouer que je suis vraiment content de les revoir. Quelle classe quand même, avec Daivari devant. C'est aussi puissant que somptueux, je trouve. Les hommes cagoulés se mettent en ligne devant la table des commentateurs, alors que Mohamed Hassan demande à la foule de la fermer et de le respecter.
Je sais que j'ai dit que si je ne battais pas l'Undertaker ce soir, je n'apparaîtrais plus à SmackDown. Et ce soir, je vais battre le Deadman, devenir le challenger numéro 1, et à SummerSlam, je deviendrai votre champion du monde poids lourd, et j'irai au bout de mon destin en devenant le premier arabo-américain à être champion du monde. En tant qu'arabo-américain, j'en connais un rayon à propos des sacrifices. J'ai sacrifié Daivari, j'ai sacrifié mon avocat, et j'ai montré que je ferai tout ce qu'il faut pour battre l'Undertaker et devenir le grand Mohamed Hassan. Le Deadman fait son entrée et ne lâche à aucun moment son adversaire du regard, pendant que ce dernier demande aux hommes cagoulés d'entourer le ring, comme dans un lumberjack match. Dès le début du match, Daivari passe son temps à haranguer son patron en arabe. Et ça participe à créer toute une ambiance autour du match, avec en plus une foule qui est réactive. On aperçoit une pancarte UPN, à savoir la chaîne qui diffusait SmackDown, a peur de Mohamed. Et tu vas voir mon pote, qu'elle est criante de vérité. Le début de match est clairement à l'avantage du Phenom. Et un moment m'a vraiment fait éclater de rire, avec l'arbitre Brian Adam qui court comme un lapin en se jetant à l'extérieur du ring, terrorisé par le Deadman. Et forcément, sans arbitre, les hommes masqués s'en prennent immédiatement au Phenom, pendant qu'un des leurs distrait l'arbitre en dehors du ring. L'arabo-américain prend alors l'avantage, mais c'est de courte durée, car c'est avec une foule hurlant « USA! USA! USA !» que le Taker va reprendre le contrôle. Une nouvelle fois, les hommes cagoulés, et cette fois Daivari, vont distraire l'arbitre, pendant que l'un des leurs va étrangler l'Undertaker, exactement comme à SmackDown. Hassan part pour sa camel clutch sous les huées, mais c'est de courte durée. On sent aucune volonté de faire paraître Mohamed fort, et on comprendra aisément pourquoi après le show. Chokeslam du Taker, 1, 2 et 3, c'est terminé. Les hommes masqués montent sur le ring comme un seul homme pour tataner le Phenom, mais ce dernier va retourner la situation et les détruire, avant de s'en prendre au pauvre Daivari une nouvelle fois sacrifié par Hassan, qui le pousse littéralement contre Taker, ce qui m'a tué de rire. Un tombstone sur un des hommes en noir, puis une projection de Daivari sous la table des commentateurs. Ce qui est assez original et violent, car sa tête a atterri sur le métal, ce qui a alerté le personnel de la WWE, qu'on voit d'ailleurs immédiatement aller porter secours au manager. Hassan est à genoux sur la rampe et veut s'enfuir, mais le Deadman sera sans pitié et lui porte un chokeslam d'anthologie sur le stage qui fait un bruit énorme, avant de soulever 2 planches en fer afin de projeter Hassan sous le stage avec un last ride impressionnant. C'est incroyable et spectaculaire. Et c'est une fin très symbolique pour le personnage de Mohamed Hassan à la WWE à cette période. On le voit à terre en train d'avoir des convulsions, et les ralentis sont sans appel. Le choc a été d'une violence terrible. La construction a été pas mal chamboulée, et on va voir pourquoi juste après. Néanmoins, il y a quand même eu des éléments marquants. Le fond tenait largement la route, et j'ai passé de beaux moments, même si ça laisse évidemment sur sa fin. Donc, je mets un 2 étoiles et demi. Mais si Hassan avait pu être davantage présent, ça aurait mérité bien plus. Au niveau du match, on sentait que c'était fait pour le faire, au vu du contexte. Et c'est quand même bien de l'avoir fait, mais c'était quand même largement oubliable. Je mets 1 étoile et demie pour les quelques moments sympas et l'ambiance globale autour de la rencontre. Un petit mot sur la production pour dire que tout était bien soigné. Un beau stage, des cordes aux couleurs de l'Amérique, c'est très agréable. Venons-en maintenant à l'éléphant dans la pièce, et au pourquoi toute cette storyline a été largement chamboulée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Hassan était plus que controversé à peine quelques années après la tragédie du 11 septembre 2001. La WWE savait qu'elle jouait avec le feu. Il faut avouer qu'il avait une vraie présence, et était vraiment un heel très crédible, je trouve. Qu'on prend vraiment au sérieux, il incarnait ce rôle à la perfection. C'est vraiment lors de cette rivalité avec l'Undertaker que les choses vont réellement prendre une tournure bien plus sombre et profonde. Tout l'aspect rituel, les hommes masqués, l'étranglement ultra violent. Mais là où c'est hallucinant, c'est le timing et le contexte autour duquel ces événements ont eu lieu. Le show de la Discord a été enregistré le 4 juillet 2005 et fut diffusé le 7, le même jour où la ville de Londres connaissait des attentats faisant plusieurs dizaines de morts et plusieurs centaines de blessés. Inutile de vous dire qu'au moment de la diffusion du segment en question, c'était le choc et l'émoi qui s'emparaient du public, et on ne peut que le comprendre. La WWE s'est alors retrouvée au cœur d'une polémique mondiale, avec des pressions venues de toutes parts, dont le diffuseur du show bleu, à savoir UPN, et les annonceurs publicitaires.
et aussi des retombées médiatiques négatives dans le New York Post et le magazine Variety. Pour l'anecdote, Hassan avait fait une promo dans le SmackDown du 14 juillet, que la WWE n'a donc pas diffusé à la télévision, mais uniquement sur son site internet. Et il s'en prenait notamment à un journaliste du New York Post, en lui reprochant d'avoir dit que les hommes masqués étaient, entre guillemets, des Arabes en masque de ski, alors qu'on ne voyait pas leur visage. Et il y déplorait qu'on le prenne pour un terroriste simplement parce qu'il était arabo-américain. On relèvera que le segment de l'étranglement avait été logiquement coupé au montage de la version du show diffusée au Royaume-Uni, mais pas dans la version américaine, ce qui est pour moi une grossière erreur. La fédération de Stamford, acculée et au pied du mur, a donc été radicale et a décidé de stopper manu militari le personnage de Mohamed Hassan. Voilà pourquoi on ne l'a plus revu les 2 semaines suivantes. En ayant connaissance de cette situation, je suis quand même assez étonné de voir que la storyline a quand même continué, que le match au pay-per-view a quand même eu lieu, et que les images de l'attaque des hommes masqués aient été remontrées dans diverses promos. On aurait pu imaginer que la WWE allait mettre sous le tapis toute cette histoire, en trouvant une pirouette pour ne prendre aucun risque. On notera que dans le sommaire du pay-per-view sur le WWE Network, il est noté « The Undertaker dans un match simple ». Le nom d'Hassan, à la manière de celui de Chris Benoit, n'est pas cité ici. Et là, mon pote, tu vas me demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé après tout ça à Mohamed Hassan? Ils l'ont mis en veilleuse et l'ont repackagé? Eh bien, pas du tout. Le Great American Bash aura été son ultime apparition sur les écrans de la WWE, et il sera viré à peine 2 mois plus tard, en septembre 2005. Ce dernier ne s'est cependant pas apitoyé sur son sort et a décidé de retourner à l'école pour devenir enseignant, puis principal d'un lycée à Fulton, dans l'état de New York. Il déclarera que son renvoi de la WWE a été une sorte de bénédiction, car cela lui a permis de grandir et de se rendre utile pour la société. Concernant la décision radicale de la WWE sous une énorme pression, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord et voyaient vraiment un potentiel absolument énorme en lui, mais aussi en sa gimmick, forcément hyper rare à la télévision américaine. Daivari déclarera pour sa part « Ça m'a brisé le cœur. Si Mohamed ou moi-même avions directement été en faute, cela aurait été plus facile à digérer. Mais le fait qu'on ait fait les choses dans les règles de l'art, que des circonstances extérieures nous aient coûté le prix fort, est vraiment dévastateur. » C'est à noter que dans ses promos à ce moment-là, Daivari parlait en réalité persan, étant donné qu'il est d'origine iranienne. Apparemment, Mohamed Hassan avait de la hit dans les vestiaires de la WWE. Il suscitait la colère de certaines superstars, de par son attitude. Il aurait a priori demandé à Eddie Guerrero d'arrêter d'utiliser le camel clutch, ce qui aurait mis hors de lui ce dernier, alors que c'est nul autre que son père, Gary Guerrero, qui avait littéralement inventé la prise. Hassan tempère cette histoire en racontant que la réflexion venait de Kurt Angle initialement, et qu'avec Eddie, tout s'est bien terminé avec un check. Shane Helms révélera aussi qu'Hassan avait payé sa tournée à plusieurs superstars dans un bar à Tokyo, mais que tout le monde avait renversé son verre sur le sol afin de lui témoigner leur colère. Hassan pense qu'il n'était surtout pas apprécié par des catcheurs du mid-card, qui se sentaient menacés par sa mise en avant. Il raconte que c'est lui qui devait remporter le match contre l'Undertaker à la base, et battre Batista à SummerSlam pour devenir champion à Washington, où le show se déroulait. Ce qui aurait été incroyablement symbolique, vous vous rendez compte? Ce personnage-là gagnait le titre dans la capitale des États-Unis. Et un des hommes masqués était Valvedis. Il ne comprend pas pourquoi le segment n'a pas été coupé comme au Royaume-Uni. L'attentat avait eu lieu le jeudi matin et le show était diffusé le jeudi soir. Plusieurs personnes pensaient que SmackDown était en live et croyaient donc que la WWE se moquait de ce qui s'était passé à Londres. Je préfère même pas imaginer ce qu'une telle situation aurait donné à l'heure des réseaux sociaux. Et évidemment, j'espère ne jamais le savoir. Pour lui, la perception de son personnage a empiré avec le temps et l'évolution de la société. C'est Jim Cornette qui lui avait présenté cette gimmick, et il l'aimait bien, il voulait vraiment la faire, même s'il n'était pas préparé à cela. Il raconte également avoir été dans le fameux tribunal de l'Undertaker. Il y avait aussi Shane McMahon. Hassan était extrêmement nerveux de se retrouver dans cette situation. Selon lui, Vince McMahon avait un contrôle total sur son produit, mais était quand même ouvert aux idées. Il a un respect énorme pour lui, et n'a jamais eu de problème avec lui. À la WWE, c'est avec Stephanie McMahon, la fille de Vince, qu'il a le plus parlé. Et ses promos n'étaient pas scriptés. On lui donnait seulement des idées charnières à faire passer,
Et pour Hassan, c'était une aubaine, parce qu'avec ses connaissances et sa passion pour la sociologie ou encore la politique, cela lui permettait de se servir de la vérité pour sa gimmick, comme il le dit. Et il pense que c'est ce qui a notamment créé autant de réactions pour son personnage. Quant au fameux avocat qui était apparu dans cette storyline, c'était tout simplement Tommaso Ciampa, des années avant d'avoir le crâne rasé et de devenir une des figures marquantes de NXT. C'était une époque où il n'avait que 20 ans et où il travaillait dans la promotion Chaotic Wrestling. Il faut savoir qu'on lui avait même dit que son segment était très important parce qu'il représentait en quelque sorte les excuses de la WWE à UPN. Apparemment, après son segment, l'officiel John Laurinaitis l'avait appelé en disant que son apparition avait été appréciée et qu'il reviendrait la semaine suivante. Mais après cet appel, il n'a plus de nouvelles, vu que le personnage de Hassan était arrêté. Aujourd'hui, Hassan n'est plus passionné par le catch et ne regarde plus car il n'a plus le temps et est passé à autre chose. Daivari lui manque et il aimerait être davantage en contact avec lui. Hassan signale aussi qu'il est d'origine italienne et dira qu'une telle gimmick aurait eu beaucoup de succès quelques années plus tard. On pense évidemment à Santino Marella en entendant ça. Pour finir, il déclarera « Peut-être que j'étais trop jeune pour tout ça, mais l'impact que j'ai eu a été énorme. » Et on ne peut pas le contredire. Voilà donc pour cette histoire assez incroyable, que j'ai aimé vivre avec toi mon ami. A la base, je voulais juste voir une rivalité entre l'Undertaker et Mohamed Hassan pour mieux découvrir le personnage, et on s'est retrouvé au cœur d'un énorme scandale qui a marqué l'histoire de la WWE. En toute honnêteté, j'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce que tu comprends que le segment a été diffusé le soir du 7 juillet 2005 à SmackDown? Et est-ce que tu aurais repackagé Hassan dans un autre personnage? Si oui, lequel? Pense à me tataner le bouton like pour l'envoyer sous le stage avec Hassan. Et abonne-toi pour qu'on vive encore plein de belles aventures ensemble. Prends soin de toi et on se voit bientôt sur Johnny Catch.